Bonjour à toutes et à tous, je commence par me présenter. Je suis Christelle Mignot, doctorante en troisième année de thèse à l'université Paul-Valéry Montpellier 3. Dans le cadre de mes recherches, je travaille sur la didactique biplurilingue en langue première et en français au Mali et au Sénégal. En parallèle, je suis responsable de programme éducatif en Afrique francophone subsaharienne pour le compte d'une association, l'association Solidarité laïque. Je suis aussi membre du réseau POCLAND. Aujourd'hui, dans le cadre de ce colloque qui porte sur les langues africaines et les droits linguistiques, je souhaite présenter un état des lieux de la prise en compte des langues africaines comme médium d'enseignement dans les salles de classe de l'Afrique francophone subsaharienne. En introduction, je me permets de rappeler deux dates clés dans le domaine de l'éducation bilingue. D'abord, 1953. Il s'agit de l'année de publication par l'UNESCO de son rapport d'experts intitulé « L'emploi des langues vernaculaires dans l'enseignement ». Il s'agit du document le plus souvent cité à propos des questions linguistiques dans le domaine éducatif. Ce rapport a été révisé et mis à jour en 2003 via la publication du document « L'éducation dans un monde multilingue ». Ce dernier document présente tous les textes internationaux normatifs qui rappellent que le fait d'avoir accès à une éducation dans une langue qu'on comprend fait partie des droits inaliénables de l'individu. Parmi les textes cités dans le document de l'UNESCO, notons la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui stipule que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration, sans distinction aucune, notamment de langue. En 1989, la Convention concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants stipule que lorsque cela est réalisable, un enseignement doit être donné aux enfants des peuples intéressés pour leur apprendre à lire et à écrire dans leur propre langue indigène ou dans la langue qui est la plus communément utilisée par le groupe auquel ils appartiennent. Et enfin, 1992, la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, qui stipule que les personnes appartenant à des minorités doivent se voir offrir des occasions appropriées d'apprendre leur langue maternelle ou de recevoir une instruction dans leur langue maternelle. Par ailleurs, ce document cadre de l'UNESCO présente différentes études scientifiques qui prouvent que l'enseignement est plus qualitatif quand il est organisé en deux langues. Dans la langue maternelle des apprenants d'abord, avant que des transferts soient opérés vers la langue seconde. Alors, dans le document de l'UNESCO, les avantages au bilinguisme qui sont présentés sont avant tout des avantages cognitifs. J'ai sélectionné 3 arguments qui me semblaient particulièrement intéressants dans le cadre de notre communication. D'abord, les études ont prouvé qu'il était impossible d'envisager un enseignement qualitatif en langue seconde si les enfants n'avaient pas d'abord atteint un premier seuil de compétence dans leur langue maternelle. Par ailleurs, les études ont prouvé que les enfants qui apprenaient d'abord à lire dans leur langue maternelle apprenaient ensuite plus rapidement à lire en langue seconde que s'ils avaient dû directement apprendre à lire en langue seconde. Enfin, les études ont prouvé que les enfants qui apprenaient d'abord à lire dans leur langue maternelle acquéraient plus rapidement et plus facilement des compétences dans toutes les autres disciplines, et ce, tout au long de leur scolarité. On peut donc résumer ces différentes études en affirmant qu'on apprend mieux dans une langue qu'on comprend, et que la scolarité des enfants est plus réussie et plus facile quand ces derniers ont accès aux premiers savoirs, aux premiers apprentissages dans une langue qu'ils comprennent. Alors, ceci m'amène à ma question de recherche, à ma problématique. Quelle est la situation en Afrique francophone subsaharienne? Plus de 70 ans après la publication du premier rapport de l'UNESCO, environ 20 ans après la publication du document consacré à l'éducation en milieu multilingue, est-ce que les gouvernements d'Afrique francophone subsaharienne tiennent compte de cette composante linguistique? Est-ce que les enfants non francophones qui vivent en pays francophones ont la possibilité de débuter leur scolarisation dans une langue qu'ils comprennent? Je répondrai à cette question en 3 parties. D'abord, je présenterai le contexte linguistique des 11 pays qui nous intéressent dans le cadre de cette étude. Les 11 pays qui ont le français pour unique langue officielle, je les présenterai tout à l'heure. Dans une deuxième partie de la communication, j'analyserai les politiques linguistiques et éducatives en cours dans les 11 pays de l'étude. Puis, dans un troisième temps, je présenterai l'état des lieux des salles de classe et nous verrons en quoi les projets politiques ne sont pas encore tout à fait mis en œuvre dans les salles de classe du système formel.
En conclusion, j'expliquerai les principales causes de blocage dans la mise en œuvre des politiques et je ferai quelques propositions dans le sens d'une meilleure prise en compte des langues premières des apprenants. Je m'intéresse aujourd'hui à 11 pays d'Afrique francophone subsaharienne, à savoir les pays que vous voyez ici en gris sur la carte. Le Sénégal, la Guinée, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Togo, le Bénin, le Niger, le Gabon, le Congo et la République démocratique du Congo. Ces pays comptent différents points communs. D'abord, ils sont tous officiellement francophones et ils ont le français pour unique langue officielle. Par ailleurs, ils sont tous multilingues. On voit ici, sur ces données publiées sur le site de l'Université Laval au Canada, que des dizaines de langues ont été répertoriées dans chacun des pays, jusqu'à 215 langues en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Par ailleurs, tous ces pays, bien qu'officiellement francophones, comptent un pourcentage important d'individus qui ne maîtrisent pas la langue française. On voit en effet ici, sur ces données publiées en 2018 par l'Organisation internationale de la francophonie, qu'il y aurait uniquement 13% de francophones au Niger, 17% au Mali, 24% au Burkina Faso, 26% au Sénégal, ainsi de suite. Seul le Congo, le Gabon et la République démocratique du Congo compteraient parmi leur population davantage de francophones que de non-francophones. Mais, même par exemple pour la République démocratique du Congo, avec 51% de francophones, il reste tout de même 49% d'individus qui ne maîtrisent pas la langue française. La question donc du choix des langues d'enseignement par les systèmes éducatifs est donc fondamentale pour ces 11 pays. En effet, on l'a vu tout à l'heure en introduction, il est difficile, voire impossible pour un enfant d'avoir accès au savoir de base dans une langue qui est pour lui une langue étrangère, une langue inconnue. Or, ces statistiques nous prouvent que dans les 11 pays, un pourcentage important d'enfants ne maîtrisent pas la langue française. Alors, est-ce que les systèmes éducatifs de ces 11 pays d'Afrique francophone subsaharienne tiennent compte de ce paramètre linguistique? Est-ce que les enfants scolarisés dans ces 11 pays ont la possibilité de débuter leur scolarité dans leur langue première, des langues africaines? Je répondrai à cette question en deuxième partie de ma communication, en analysant et en vous présentant les politiques linguistiques et éducatives qui sont actuellement mises en œuvre dans les 11 pays de mon étude. Afin de vérifier si les 11 pays de notre étude étaient ou non engagés officiellement en faveur d'une valorisation de l'enseignement bilingue en langues africaines et en français, j'ai analysé les plans sectoriels de l'éducation actuellement mis en œuvre dans les 11 pays. Alors, j'ai sélectionné, je vais vous lire les extraits les plus significatifs de ces plans sectoriels, sachant que j'ai analysé les pays par ordre alphabétique. Alors, en ce qui concerne le Bénin, dans son plan sectoriel 2018-2030, le ministère de l'Éducation nationale annonce vouloir, je cite, « assurer un continuum dans l'accès au savoir, savoir-faire et savoir-être basé sur une maîtrise des langues nationales et étrangères dans toutes les composantes du secteur. » Vous voyez, maîtrise des langues nationales, l'engagement du Bénin en faveur d'une valorisation des langues premières des apprenants dans les salles de classe est très clair. C'est la même chose pour le Burkina Faso, qui annonce souhaiter une valorisation des langues nationales et leur introduction dans les nouveaux curricula. Un projet de réforme concrète, très clairement énoncé pour le Burkina Faso. Même remarque en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, qui au niveau préscolaire, c'est-à-dire en langue maternelle, entend ou vise la facilitation des interactions entre encadreurs et enfants dans la langue nationale la plus parlée dans la localité concernée, pour une meilleure illustration et compréhension des apprentissages, d'autant plus que plusieurs recherches montrent que l'enfant qui commence sa scolarité dans sa langue maternelle fixe mieux les apprentissages ultérieurs. Donc là, vous voyez, on retrouve l'argument mentionné en introduction de cette communication lorsque je présentais le document cadre de l'UNESCO. Même remarque en ce qui concerne la Guinée, où le ministère de l'Éducation nationale considère que la promotion des langues nationales constitue un volet important du programme prioritaire sur la qualité de l'éducation. Il s'agit d'une réforme d'envergure dont l'objectif ultime est de s'appuyer sur les langues nationales. Donc là encore, en ce qui concerne la Guinée, les projets biplurilingues sont très clairement énoncés. Pareil pour le Mali,
qui vise un renforcement de l'utilisation des langues nationales dans l'enseignement fondamental afin de former des enfants bilingues. Au Niger, on considère que le redressement de la qualité de l'éducation est un objectif assorti d'un degré élevé de priorité. Le gouvernement a opté pour l'introduction et la généralisation progressive du bilinguisme. Généralisation étant ici envisagée au niveau national, donc déploiement à échelle nationale des programmes bilingues. La République démocratique du Congo, où la révision des programmes privilégiera en priorité l'apprentissage de la lecture, la maîtrise de la langue d'enseignement, c'est-à-dire le français, l'utilisation des langues nationales comme vecteur d'enseignement et d'apprentissage. Là encore, langues africaines, français, considérées comme des langues partenaires dans le domaine éducatif. Le Sénégal vise l'utilisation des langues nationales pour la facilitation des apprentissages. Et enfin, le Togo, qui entend réaliser une étude sur l'enseignement en langue nationale. Alors, vous voyez, en analysant ainsi les plans sectoriels de l'éducation de ces différents pays, on peut remarquer que donc, tous les pays que je viens de mentionner sont très clairement engagés en faveur du biplurilinguisme. On remarque que ces différents sont engagés donc, dans ces plans biplurilingues à différentes étapes. Le Togo entend réaliser une étude pour vérifier les bienfaits du bilinguisme, tandis que le Niger souhaite déjà déployer les programmes à échelle nationale. Donc, chaque pays en est à des stades différents. Par ailleurs, on peut remarquer que 2 pays ne figuraient pas dans cette analyse. Il s'agit du Congo et du Gabon, donc qui n'ont pas dans leur plan sectoriel de l'éducation mentionné les projets bilingues comme étant des projets prioritaires, mais qui mentionnent cependant l'importance de la prise en compte des langues des apprenants dans leurs projets d'éducation non formelle. Donc, à différentes étapes, tous ces pays souhaitent effectivement valoriser les langues africaines et en faire des médiums d'enseignement. Ce qui m'intéresse dorénavant, et ce à quoi je vais répondre en 3e partie de cette communication, c'est de savoir si ces projets politiques sont véritablement mis en œuvre sur le terrain. Donc, en 3e partie, je présenterai un état des lieux dans les salles de classe et je vais essayer d'expliquer les difficultés qui existent dans la mise en œuvre de ces réformes biplurilingues. Alors, que se passe-t-il concrètement dans les salles de classe? Pour répondre à cette question, j'ai mené 2 types d'études. D'abord, une analyse d'évaluation internationale menée dans toute l'Afrique francophone subsaharienne par des experts internationaux. J'ai par ailleurs mené mes propres enquêtes de terrain au Mali et au Sénégal. Donc, je vais commencer par rendre compte des enquêtes et des études internationales, avec notamment les résultats du PASEC 2019. Le PASEC étant le programme d'analyse des systèmes éducatifs, et il s'agit d'un dispositif mis en œuvre tous les 5 ans qui évalue la qualité des systèmes éducatifs en Afrique francophone subsaharienne. Alors, les résultats du PASEC 2019 sont très récents puisqu'ils ont été publiés fin décembre 2020, donc il y a à peine une semaine, sur le site de la Confémen, la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements francophones. Alors, dans le rapport final de cette évaluation, 2 éléments ont particulièrement retenu mon attention. D'abord, le fait que la plupart des pays du PASEC 2019 présentent des proportions importantes d'élèves dont les acquis scolaires sont insuffisants pour poursuivre correctement le cycle primaire. Le fait aussi qu'en fin de cycle primaire, en lecture et en mathématiques, respectivement 52% et près de 62% des élèves sont en deçà du niveau suffisant. Ce qui signifie concrètement que plus de la moitié des enfants d'Afrique francophone subsaharienne terminent leur scolarité à l'école primaire sans avoir acquis les compétences suffisantes en langue, écrite et orale, et en mathématiques, leur permettant de poursuivre sans difficulté leurs apprentissages. Alors, pourquoi de tels résultats assez alarmants en ce qui concerne la qualité de l'enseignement à apprentissage en Afrique subsaharienne francophone? Pour répondre à cette question, donc j'ai analysé le PASEC 2019, mais aussi le rapport LASCOLAF, langue de scolarisation en Afrique francophone, publié en 2010. Alors, dans ces 2 documents, les raisons évoquées aux problèmes qualitatifs des enfants à l'école sont nombreuses. Certains facteurs concernent les élèves et leurs familles, leurs conditions socio-économiques notamment, ou encore le niveau d'alphabétisation des parents. Mais la plupart des facteurs concernent les conditions des écoles elles-mêmes. Alors, parmi les principaux facteurs de blocage concernant les conditions des écoles elles-mêmes, notons
le manque de formation initiale et continue des enseignants, le manque de cohérence entre les formations des enseignants et les besoins du terrain, des ressources budgétaires limitées, le manque de matériel pour les enseignants et les apprenants, des problèmes de rémunération des enseignants, des problèmes d'infrastructure, des classes pléthoriques, un enseignement de type frontal où les apprenants ne sont pas acteurs de leur apprentissage, et enfin, et ce dernier point nous intéresse particulièrement dans le cadre de notre communication, l'inadéquation des programmes scolaires avec le contexte plurilingue des pays. En effet, sur ce tableau publié la semaine passée dans le rapport PASEC, un tableau avec des données issues du service de statistique de l'UNESCO, on constate en effet que la langue française reste l'unique langue d'enseignement dans les 11 pays de notre étude, c'est-à-dire dans les 11 pays qui ont le français pour unique langue officielle. On voit en effet dans ce document issu de l'UNESCO, pour le Bénin, la langue d'enseignement est le français. Même constat au Burkina Faso, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Gabon, en Guinée, au Niger, en République démocratique du Congo, au Sénégal et enfin au Togo. Ce constat nous interpelle. En effet, 70 ans après la publication du premier rapport de l'UNESCO, publication qui prouvait les avantages de l'enseignement bilingue, compte tenu par ailleurs de l'engagement de tous les ministères en faveur de la valorisation des langues africaines comme langue d'enseignement, on peut se poser la question de savoir pourquoi la langue française reste la principale, voire parfois l'exclusive langue d'enseignement, y compris dans des contextes où les enfants ne sont pas francophones. Alors, pour répondre à cette question, je vais présenter un bilan de missions de terrain que j'ai menées au Mali et au Sénégal, missions lors desquelles j'ai eu l'opportunité de mener plus de 70 entretiens semi-directifs auprès de différents acteurs éducatifs, des décideurs au niveau des ministères, mais aussi des instituteurs, inspecteurs, enseignants-chercheurs, professeurs de français, etc. Grâce à ces différents entretiens, j'ai pu dresser un état des lieux de la mise en œuvre des réformes bilingues au Mali et au Sénégal. Alors la situation dans les deux pays est similaire. On constate que depuis les années 70, de nombreuses expérimentations ont été mises en œuvre et que la plupart d'entre elles ont fait leurs preuves. Actuellement, plusieurs écoles au Mali et au Sénégal expérimentent des projets dans le sens du biplurilinguisme en langue première et en français. Par exemple, actuellement au Mali, certaines classes expérimentent le projet CIRA, qui est un projet porté par la coopération américaine et qui valorise l'enseignement de la lecture en langue première. Même constat au Sénégal, où certaines écoles expérimentent le projet Lecture pour tous, qui est lui aussi porté par la coopération américaine. Donc, certains enfants ont effectivement accès à un enseignement, apprentissage dans leur langue première. Le problème est que ces expérimentations sont très limitées. Elles sont mises en œuvre dans quelques écoles et elles sont très souvent limitées dans le temps. En effet, avant CIRA au Mali et avant Lecture pour tous au Sénégal, d'autres projets avaient été mis en œuvre qui étaient portés par d'autres acteurs publics ou privés, nationaux ou internationaux. Et ces projets ont été interrompus pour laisser place à d'autres. Donc on a vraiment un constat de non-mise à l'échelle des programmes bilingues et de manque d'harmonisation entre les pratiques des différents acteurs du biplurilinguisme. Alors, ce constat de blocage dans la mise à l'échelle et le déploiement des réformes bilingues, il est valable au Mali et au Sénégal, mais aussi dans tous les autres pays d'Afrique francophone subsaharienne. J'ai en effet interrogé de nombreux acteurs éducatifs d'autres pays, et notamment du Burkina Faso et de République démocratique du Congo, et ces informateurs m'ont confirmé que la situation malienne et sénégalaise était valable pour leurs pays respectifs. Je me suis donc interrogée sur les raisons de ces blocages. Alors, d'après les informateurs, notons d'abord un manque de moyens des États dans la mise en œuvre des réformes. Certains informateurs parlent aussi de manque de volonté politique. Des problèmes aussi liés au contexte sécuritaire. On a en effet au Sahel certaines zones où il est difficile d'intervenir. Le problème lié au fait que l'éducation en Afrique est un secteur très concurrentiel, ce qui pourrait expliquer que certaines institutions souhaitent valoriser leurs propres projets et ne soient pas très engagées dans des plans de partage de leurs connaissances et d'harmonisation de leurs pratiques.
Problème aussi lié aux difficultés au niveau du choix des langues, hein, dans des contextes très multilingues. Quelle langue première choisir dans des salles de classe où on trouve parfois de nombreuses langues en présence. Problème aussi lié à la méfiance des parents. J'ai rencontré beaucoup de parents au Sénégal qui avaient scolarisé leurs enfants en école bilingue, dans des écoles où les expérimentations bilingues ont été interrompues. Leurs enfants ont donc été orientés dans des classes traditionnelles. Leur scolarité a été perturbée et les parents considèrent que leurs enfants ont été sacrifiés. Donc il y a beaucoup de parents qui sont conscients de ce problème de pérennité des projets bilingues et qui donc préfèrent scolariser leurs enfants en classe monolingue. Des problèmes aussi liés aux représentations sociales des langues africaines. Beaucoup de parents et parfois même des acteurs éducatifs considèrent que les langues africaines ne sont pas dignes d'être utilisées comme langue d'enseignement dans les salles de classe. Et donc, ces parents et ces acteurs pensent que seule la langue officielle, la langue française, langue internationale, donnera des opportunités socio-économiques aux enfants. Donc, vous voyez, beaucoup de blocages qu'il convient de lever. Donc, en conclusion de cette communication, je me permets de présenter 3 défis qui, à mon sens, sont urgents à relever pour que les enfants aient véritablement accès aux apprentissages dans une langue qu'ils comprennent. Premier défi, un travail sur les représentations négatives des langues africaines. Il convient en effet de rassurer les parents et le grand public sur l'importance de la valorisation des langues africaines comme médium d'enseignement dans les salles de classe. Deuxième défi, l'harmonisation des pratiques et des acteurs investis dans le domaine du biplurilinguisme. Et enfin, davantage de formation et d'outillage des enseignants pour que ces derniers puissent concrètement mettre en œuvre la didactique bilingue dans leur salle de classe. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je partage ici mon adresse universitaire et je présente rapidement ma bibliographie ainsi que ma cytographie. Et ici, je présente les études qui étaient résumées dans le document cadre de l'UNESCO. Merci pour votre attention.